Kinshasa, Lubumbashi, Matadi, Goma, Mbandaka, Mbuji-Mayi, Kisangani, Kenge, Kindu, Gemena, Kalemi, Bukavu, Lusambo, iWeb. L'actualité objective pour vous et avec vous en toute impartialité. Top 15, votre instant quotidien d'actualité. iWeb. À vous la parole. Nouveau numéro de Top 15 qui reçoit Albert Moleka Konzo, acteur politique, aumônier des prisons et des hôpitaux. Il a été pendant 7 ans directeur des cabinets, porte-parole des leaders de l'UDPS de 2008 à 2015. Avec lui, nous allons échanger sur les sujets chauds de l'actualité congolaise. A tout à l'heure, mesdames. A tout à l'heure, messieurs. Bonjour Albert Moleka Konzo, c'est un bonheur pour nous de vous recevoir. Bonjour, merci de m'avoir invité. Vous êtes parmi les derniers directeurs des cabinets du fait Etienne Tshisekedi. Vous connaissiez auprès son ambition et sa vision. Avez-vous le sentiment que cette vision se matérialise aujourd'hui avec le nouveau leadership de l'UDPS? Vous dites bien nouveau leadership, ce qui veut dire nouveau leadership, nouvelle vision, nouvelle stratégie et nouvelle tactique. Je pense qu'il serait injuste de comparer. Je pense que le leadership actuel de l'UDPS gère les choses selon leur vision et selon leurs intérêts contemporains. Est-ce la raison pour laquelle vous êtes plutôt en retrait? Non, puisque je suis en retrait, j'ai pris congé depuis le 15 mars 2015, que j'ai pris congé du parti UDPS Tshisekedi, lorsque l'UDPS avait jugé bon de demander à la MONUSCO, à travers une feuille de route, un rapprochement pour des rencontres, des négociations avec Joseph Kabila et son entourage politique. C'est à ce moment-là que j'ai pris congé du parti, puisque cela ne correspondait pas ni à la marche, ni au travail que nous avions effectué avec feu président Etienne Tshisekedi. Dans l'une de vos dernières interviews nous accordées, vous avez dit que plutôt que le régime est beaucoup plus dans une période d'apprentissage. Pourriez-vous expliquer votre pensée? Non, ce que je disais, c'était que lorsque le nouveau régime a été mis en place, avec de nouveaux acteurs, bien sûr la large majorité de ces acteurs n'avaient pas l'expérience de la gestion de la res publica, et qu'il était normal qu'on considère un temps d'apprentissage, de sorte que chacun puisse prendre ses marques et alors puisse réellement imprimer sa politique. Nous savons tous que durant 37 ans, l'UDPS prônait la non-violence et l'état de droit. Aujourd'hui, l'impression dégagée est que le militant de l'UDPS devienne de plus en plus intolérant. Sommes-nous dans une phase de maturité de cette lutte? Je ne dirais pas une phase d'immaturité, mais c'est un autre parti. L'UDPS d'aujourd'hui n'est pas l'UDPS que nous avons connu. L'UDPS d'aujourd'hui n'est pas l'UDPS des pères fondateurs. L'UDPS d'aujourd'hui, c'est l'UDPS de son leadership. Est-ce qu'avec tout ce qu'on observe, ce sera facile au président, tout comme à l'UDPS, d'avoir l'adhésion populaire pour faire changer les choses comme on le souhaite? Bon, c'est le travail du président de l'UDPS. Et actuellement, la présidence de l'UDPS est détenue par l'honorable Jean-Marc Kabound. Et il lui appartient de faire le nécessaire, de sorte que ce parti puisse répondre quand même à son devoir initial, qui était de libérer la population congolaise, de la libérer de l'ignorance, de la libérer de la peur et de contribuer efficacement au développement et au relèvement de ce pays. Un nouveau leadership à la tête de l'UDPS, par où ou d'où viendraient exactement les déclics pour qu'on voie encore l'UDPS renaître au moins de ses cendres? Parce que c'est à quoi on assiste aujourd'hui, c'est pratiquement différent de votre UDPS dont vous avez été directeur de cabinet du fait Etienne Tshisekedi Moloba. Vous savez, comme en toute chose, c'est question de compétences, vision et volonté politique. Parlant de l'état de droit, pensez-vous que nous pouvons considérer que depuis l'avènement du président Tshisekedi, qu'il y a des avancées majeures, si oui, lesquelles?
La mise en place d'un état de droit c'est un processus qui peut prendre beaucoup de temps, puisque tout d'abord, et ce qui est l'élément essentiel et qu'on néglige souvent, c'est que il est très difficile d'instaurer un état de droit lorsque vous-même, votre entourage politique ne donne pas l'exemple chaque jour et dans tous les secteurs et dans toutes les matières. Donc c'est un exercice qui est d'abord individuel et personnel, de sorte que, naturellement, ceux qui doivent vous suivre vous suivront dans vos comportements. Mais l'établissement de l'état de droit dans la RDC, c'est un travail de longue haleine. Il y a des avancées, il y a toujours eu des avancées, mais il n'y a pas encore de satisfaction pour la population. Vous voulez parler en des termes un peu voilés du choix des collaborateurs. Est-ce que le président Félix Tshisekedi est-il bien entouré et des collaborateurs efficaces autour de lui? Un chef est entouré des collaborateurs qu'il choisit. Donc c'est bien entouré ou mal entouré. Là on entre dans une totale subjectivité. Le chef choisit ses propres collaborateurs. Donc c'est sa pleine responsabilité, le choix des collaborateurs. Maintenant, en ce qui concerne l'état de droit, l'état de droit c'est quoi? C'est créer un état où chacun est soumis à la loi et chacun est forcé d'obéir à la loi. À commencer par les dirigeants eux-mêmes, puisque la population, elle a toujours l'habitude d'imiter les dirigeants, parce que les dirigeants sont censés être les élites. Et donc, si la hiérarchie politique, les acteurs politiques qui exercent un leadership dans le pays et sur les populations, eux-mêmes manifestent des attitudes réelles de respect de la loi, de respect de la Constitution, là, l'état de droit pourra s'établir assez rapidement dans notre pays. Il y a toujours eu des avancées. Et pourquoi ces avancées ne semblent concerner que les anciennes personnalités du Front commun pour le Congo? La nouvelle classe dirigeante ainsi que le militant bénéficient-ils d'un traitement de faveur? Ou vous pensez qu'ils sont à ce point exemplaires? Donc, je crois qu'il faut tenir compte aussi de la nécessité pour chaque pouvoir et de se maintenir et d'affronter les échéances électorales. Cela aussi influe sur la gestion de l'instauration de l'état du droit. Cet état de droit est sélectif. On est dans quel paradigme exactement? Mais justement, de la conservation du pouvoir, comme je viens de vous le dire. C'est là... Le pouvoir pour le pouvoir. Lorsque vous parlez de l'application de l'état de droit ou quoi sélectif, c'est parce que chaque pouvoir veut perpétuer son pouvoir, veut asseoir son pouvoir. Et une des armes efficaces, bien sûr, c'est soit la justice, soit les structures de contrôle. Nous avons par exemple actuellement l'IGF qui fait du bon travail à mon sens, mais qui est trop médiatisé. Et bien sûr, on remarque, et là c'est normal, toujours par rapport à la volonté de se maintenir, de fortifier son pouvoir et de se maintenir au pouvoir, on se rend compte, comme par hasard, que les plus visées sont les personnes qui ne font pas partie du régime actuel. À la venue de Kabila fils, tout l'entourage de son fait père fut écarté, si pas isolé. Pensez-vous que vous êtes victime de ce sort et qu'est-ce qui peut expliquer cette similitude dans le procédé du pouvoir Cicero? Pas du tout. Je crois que Joseph Kabila héritait d'une république et d'institutions où que son père venait de diriger avec des collaborateurs. Tandis que dans le cas dont vous parlez, Étienne Tshisekedi
bien qu'ayant été élu, bien qu'ayant prêté serment en tant que président de la République démocratique du Congo, mais il ne lui a pas été permis d'exercer ses fonctions. Donc Étienne Tshisekedi n'a jamais exercé les fonctions de président de la République. Donc il n'a jamais eu de collaborateur en tant que président de la République démocratique du Congo. Donc ce sont des cas différents. Ce sont des cas différents, vous l'affirmez bien. Et le chef de l'État envisage déjà la possibilité d'un deuxième mandat. Pensez-vous que c'est une suite logique des résultats obtenus en ce jour? Parce qu'aussi, là, vous avez souligné, les cas est différent. Vous savez, dans l'histoire de l'humanité, on a eu très peu de chefs de l'État qui se sont volontairement limités à un seul mandat. Et peut-être dans l'histoire récente, on a eu Nelson Mandela qui, dès le départ, savait et avait dit qu'il serait là juste pour qu'il n'exercerait qu'un seul mandat. Par nature et habituellement, chaque chef d'État compte exercer le plus de mandats que possible, selon que la Constitution le lui permette. Est-ce que déjà le mandat qui est déjà évoqué à Lubumbashi et le changement qui est en train d'être opéré, selon votre point de vue, est-ce que c'est un acquis pour le président Félix Tshisekedi pour la présidentielle 2023? Écoutez, la présidentielle de 2023 est très proche et en même temps est très loin. Encore faut-il pouvoir organiser ces élections en 2023. En ce qui concerne la candidature, il y aura plusieurs candidatures, il y aura plusieurs candidats. Certains seront éliminés avant les échéances proprement dites, mais d'autres pourront effectivement mettre en avant leur candidature et c'est le peuple qui choisira. Maintenant, pour le timing du discours du chef de l'État parlant de sa volonté de se représenter, c'est stratégique et c'est tactique. Je crois qu'il est de bon ton pour lui de dire clairement aux gens quelles sont ses intentions et aussi de mettre un trait final aux accords de Nairobi avec M. Vital Kamerhe. En tant que UDPS, êtes-vous fier de ces résultats alors que la situation sécuritaire, socio-économique et celle des droits de l'homme sont à des niveaux critiques, statistiquement moins bien qu'à l'époque de Kabila? Votre question, c'est si je suis fier. Exact. Non, fier, non. Comment être fier lorsque vos compatriotes continuent à être assassinés chaque jour dans une partie du pays? Comment être fier lorsque la population est confrontée à des problèmes sociaux catastrophiques depuis des décennies et qu'il n'y a pas une évolution significative dans ce sens? Il suffit d'observer la montée persistante des prix de première nécessité. Donc il n'y a aucune matière dont on pourrait être fier. Je crois que nous devons continuer à nourrir un espoir, à nourrir une certaine espérance que cette descente dans les abîmes en termes de résultats sur le plan social, que cette descente sera freinée de sorte que nous puissions petit à petit remonter, puisque le plus important en tant qu'acteur politique ou bien en tant que dirigeant, les dirigeants du pays, doivent savoir que le plus important c'est le résultat que la population elle-même reconnaît, le changement dans la vie de la population, le changement dans le positif, et aussi bien sûr le respect des droits humains. Vous savez, la faiblesse du régime Kabila, ça a toujours été son palmarès en termes de violation des droits humains. Or, les résultats des 2 années que nous avons passées, les 2 premières années de ce régime, ne sont pas non plus très très encourageants dans ce secteur. Il faut absolument faire un effort dans ce secteur aussi. Albert Moleka, en 20 secondes, votre dernier mot. Je veux simplement encore conscientiser la population par rapport au Covid. Le Covid-19 est encore là parmi nous.
Beaucoup de personnes craignent une troisième vague. Et donc maintenant notre discipline par rapport au port du masque, à l'hygiène bien soignée, se laver fréquemment les mains, respecter la distanciation sociale de 1 mètre, 1 mètre et demi, afin que cette pandémie ne fasse pas de notre pays un de ses lits. Jusqu'à présent, nous avons été protégés par la providence divine et il ne faut pas prendre cette grâce en vain. C'est la fin de ce top 15. On se retrouve au prochain numéro avec la même dose de plaisir. Merci pour votre aimable attention. À très bientôt pour un prochain numéro de Top 15. iWeb.